Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour encore 30 minutes de foot tous ensemble. Ce soir, on va parler de l'actualité d'hier, en l'occurrence les Citizens et la vieille dame. J'avais envie de parler de deux destins croisés, deux destins bien différents dans le football européen. Donc City hier a joué ce qu'on peut appeler la finale de la Première Ligue contre Arsenal. Et puis la vieille dame, donc la Juve, a joué, elle, la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Et c'était tellement criant la différence entre les deux matchs que j'ai vus, parce que j'ai regardé les deux en même temps, que j'avais envie d'en parler. Parce que c'est finalement, je me suis dit, il n'y a pas que le résultat du soir qui différencie ces deux clubs. Il y a aussi plein de choses, donc on va les voir, on va voir ça un petit peu tous ensemble. C'était l'avis que je voulais vous donner ce soir. On aurait pu aussi parler des deux défaites du Barça et du Real hier soir, deux défaites piteuses, effectivement, mais bon, c'est pas, enfin, le Real a pas perdu hier soir, mais le Barça a perdu hier soir. Un petit peu en réaction à la défaite du Real, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins la pression, voilà, ils ont perdu contre le Rayo, mais bon, si vous avez envie d'en parler avec plaisir, ça n'empêche que je vais commencer par la Juve, entre élimination et sanctions, et puis c'est ce que je disais, la différence entre le match de la Juve d'hier soir et le match de City d'hier soir était tellement fou que je me suis dit il faut que j'en parle, parce que la Juve est la représentante numéro 1 de la Serie A, qu'on le veuille ou non. C'est ces 15 dernières années l'équipe on va dire, qui représente le championnat d'Italie. C'est aussi pour ça que les gens ont une vision du championnat d'Italie qui est tronquée, parce que ils ont l'impression que le jeu pratiqué en Serie A est représenté par la Juve. J'en ai parlé plusieurs fois dans Buonasera Calcio, ce qui n'est pas du tout le cas. La Juve est une exception dans le championnat de Serie A, et hier soir ça s'est encore vu, parce que l'Inter a absolument pas eu à forcer pour battre la Juve. La Juve n'a rien fait. Allegri avait fait une composition d'équipe qui était plus que discutable, avec un Chiesa en 9. Je pense que Chiesa en 9, c'est vraiment n'importe quoi. Alors Vlahovic était blessé pendant l'échauffement, je crois. Donc c'est vrai que je comprends que il revoit ses plans, mais enfin il y a quand même Arkadiusz Milik sur le terrain, sur le banc. Donc Arkadiusz Milik en tant que numéro 9, je suis désolé, c'est un bon numéro 9. Alors c'est pas Vlahovic, quoique les performances de Vlahovic finalement sur l'ensemble de la saison, je me demande si Arkadiusz Milik, quand il est là, il offre pas plus de solutions que Vlahovic. Vlahovic est vraiment en souffrance depuis qu'il est arrivé à la Juve, mais en plus de ça, depuis qu'il s'est blessé. Donc depuis son retour de blessure post Coupe du Monde, il a vraiment beaucoup de mal. Donc voilà. On verra bien comment ça se passe pour lui dans le futur. Il a été acheté très très cher par la Juve, donc je pense que la Juve ne peut pas le laisser partir, parce que sinon ils vont faire une moins-value, et vous savez que les plus-values sur les transferts, la Juve, c'est pas le genre à en faire moins, la preuve, parce que même quand ils y arrivent pas, ils les truquent. Donc voilà. Donc oui, hier soir, aucun fond de jeu, rien. Le seul joueur qui se bat un petit peu, c'est Adrien Rabiot, il faut le dire. Je pense que c'est le meilleur Juventine de ces derniers mois, de cette dernière année, de cette saison. Je pense que c'est le meilleur joueur de la saison. Et c'est triste avec Di Maria. Mais Di Maria était un petit peu
Il a été sur courant alternatif à cause des blessures quand même. Mais c'est vrai que lui, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il maintient son niveau. Mais bon, il a beaucoup de petits pépins, malheureusement. Alors après, il a un certain âge, Di Maria, et il a un corps, comment dire, oui, il était pas au top hier, Di Maria, ça c'est vrai, mais depuis le début de saison, c'est quand même le seul qui peut débloquer les situations. Donc voilà, c'est un peu le seul détonateur avec Adrien Rabiot dans le jeu de la Juve. Locatelli il joue à 2 à l'heure. Vlahovic, on n'arrive pas à le trouver. Kostic, il fait que des centres. C'est bien, hein, il arrive à en faire, mais on voit que les mouvements dans la surface ne sont pas travaillés parce que c'est quand même très rare que ces centres soient repris. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment. Euh, on va en parler. Jacques Lafritte, bonsoir déjà à tous dans les commentaires. Jacques Lafritte est là de RMC Radio Merguez & Co qui dit « Salut, est-ce que le retour des 15 points ne nuit pas la motivation des Turinois ?» Alors c'est très possible. Peut-être qu'il y a eu une décompression. Ils étaient un petit peu en mission sous pression. Tu as tout à fait raison pour essayer quand même d'accrocher l'Europe même sans ces 15 points. Donc voilà. Après c'est justement je voulais en parler parce que entre élimination et sanctions, pourquoi? Parce que donc hier ils se sont fait sortir. Alors le match aller était une honte absolue pour le football italien parce que il y a eu ces cris racistes contre je reprends tout, excuse-moi, mais contre ces cris racistes contre Lukaku au match aller de la Coppa Italia. La Juve a pour une fois bien réagi et ça il faut le noter, il faut vraiment les saluer pour ça, c'est très très important parce qu'ils ont banni 143 personnes je crois ou 173 personnes du Juventus Stadium grâce aux caméras. Donc voilà, et ces gens-là non seulement seront bannis du stade mais en plus vont être condamnés à payer une amende déjà dans un premier temps et puis après je sais pas s'il y aura d'autres sanctions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc au match retour, un match calamiteux franchement dans le jeu. L'Inter les a dominés de la tête et des épaules mais sans transpirer. Donc voilà. C'était franchement un bon match de l'Inter, mais ils ont même pas eu à forcer leur talent, donc c'était voilà, tranquille. Et puis donc ils ont récupéré ces 15 points. Alors encore une fois, et c'est pour ça que j'avais marqué dans le titre Juve élimination et sanctions. Pourquoi? Parce que je voulais aussi revenir sur les sanctions parce qu'on me pose beaucoup de questions dessus et je me dis que c'est peut-être pas très clair ce qui s'est passé avec les sanctions de la Juve. Les 15 points ont été retirés à titre, on va dire, conservatoire. Pourquoi? Parce que en fait, la Juve a porté plainte, donc comme on l'a dit sur la forme et pas sur le fond. Et en gros, ce qui est ressorti de l'appel, c'est que les 15 points ne peuvent pas être justifiés. C'est-à-dire, c'est pas une question de, ça pourrait être 30, hein, c'est pas le problème, ça pourrait être 20, comme tu dis au Cotonou, il aurait fallu leur en enlever 30 peut-être. C'est pas à nous de décider, la justice va le faire. Le truc, c'est que pour l'instant, personne peut expliquer pourquoi 15 points, pourquoi pas 12, pourquoi pas 8, pourquoi pas 20, pourquoi pas 25. Pourquoi 15, personne ne le sait. Donc, en gros, ils ont renvoyé le jugement, voilà, en délibéré, pour qu'il y ait une nouvelle sanction qui soit émise contre la Juve, parce qu'il va rien avoir une, et celle-là devra avoir une motivation. Donc voilà. Bon, alors, si on prend mon avis particulier, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, et j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus objectif possible, même compte tenu de mes accointances avec le football italien. Si je ne parle que de mon avis, je considère que la Juve, en truquant ses comptes, a réussi à acheter des joueurs comme Vlahovic, comme Di Maria, ou acheter ou payer des joueurs comme Vlahovic, comme Di Maria, etc. Joueurs qui, en théorie, elles n'auraient pas pu s'acheter sans ces plus-values fictives, d'accord? Et sans la deuxième partie de l'affaire, c'est-à-dire le report soi-disant des salaires pendant le Covid. Ils avaient dit qu'ils avaient signé un accord avec les joueurs pour que les joueurs ne touchent que 50% de leur salaire.
Et pourtant, en fait, c'était pas du tout le cas. Les joueurs touchaient 100% de leur salaire. Donc, ça plus ça, déjà d'une, ils ont truqué leur bilan. Et pour leurs actionnaires, c'est gravissime. Pourquoi ? Parce que, en fait, le taux de l'action était surévalué. Et quand ça s'est su, l'action a chuté. Donc, forcément, ça a trompé des investisseurs. Déjà, première chose. Et deuxième chose, ça fausse les compétitions. Pourquoi ? Parce que la Juve a pu se payer des joueurs qu'elle n'aurait pas pu se payer. Pourquoi ? Parce que sinon, elle aurait été sanctionnée par le fair play financier et voire peut-être aussi par l'équivalent, alors qui est beaucoup plus léger qu'en France et en Espagne, mais l'équivalent de la DNCG italienne. Parce qu'il y en a une quand même, qui est très tolérante, mais il y en a quand même une. Donc, moi, je pense que 15 points, c'est pas assez, personnellement. Effectivement, je pense que il faudrait une sanction exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent avec des joueurs qui ne devraient pas pouvoir se payer. Donc ça, déjà, je trouve que c'est aberrant. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le point faible dans toute cette histoire, c'est aussi que la Juve n'est pas la seule à avoir fait ces plus-values fictives. Donc il faudrait sanctionner tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a que contre la Juve qu'il y a des preuves matérielles évidentes, c'est-à-dire des écoutes téléphoniques avec des dirigeants qui disent que effectivement ils ont fait exprès de faire certains transferts pour surévaluer les plus-values afin de maquiller le bilan. Donc il n'y a que la Juve qui déclare ça dans un téléphone, au téléphone et qui est enregistré. C'est pour ça qu'il n'y a que la Juve qui est sanctionnée. Les autres l'ont fait aussi, mais il n'y a aucune preuve matérielle de ça. Et comme on ne peut pas évaluer le prix d'un joueur, pourquoi ? Parce que c'est pas Transfermarkt qui donne son avis sur le prix d'un joueur, mais ça ne change pas que si Transfermarkt dit tel joueur vaut 35 millions, mais que ce club a désespérément besoin de ce profil de joueur, et que l'autre club ne veut pas vendre, peut-être qu'il partira pour 85. Et c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que l'autre club le vendra, mais beaucoup plus cher que prévu, que par le marché, on va dire, sachant que Transfermarkt se base sur certains profils. Donc voilà. Donc le problème, effectivement, c'est ça en fait, c'est qu'on ne peut pas prouver qu'un joueur a été surpayé, forcément. Parce que ça dépend aussi de la négociation entre les deux clubs. Il y a rien qui empêche. Je sais pas. Demain, je veux acheter Arnautovic qui vaut 5 millions. Si j'ai envie de le payer 100 millions, c'est mon problème en fait. Il y a rien qui me dit que c'est pas possible. Donc voilà. Je lis un petit peu les commentaires. C'est quand même n'importe quoi. Les sanctions. C'est quand même n'importe quoi que les sanctions fassent le yo-yo, absolument. Okotonujo qui dit moins 1000. Bon, je pense qu'il a une dent contre la Juve. Jacques Lafritte, mais tout le monde savait, y compris le Barça d'ailleurs, c'est un problème européen. Oui, avec le Barça, il y a eu ce fameux transfert Pjanic-Arthur, 42 millions dans un sens, 40 millions dans l'autre. Des joueurs qui en valaient à peine 10 ou 15, qui jouaient pas au Barça, et l'autre qui avait un âge avancé, et forcément en tous les cas, il valait pas 42 millions. Donc c'est effectivement, c'est un problème européen, tu as tout à fait raison. Le seul truc, c'est qu'il y a que la Juve qui s'est fait prendre la main dans le sac. Pourquoi ? Parce qu'ils en parlent sur des écoutes téléphoniques. Donc voilà, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que les gens Arthur Pjanic, absolument, tu as tout à fait raison, Jacques Lafritte. C'est pour ça que les supporters Juventini, et je les comprends, sont un petit peu frustrés en disant oui, mais il n'y a pas que nous, et pourquoi c'est toujours nous ? C'est toujours vous, déjà d'une, parce que vous le faites, première chose, et ensuite de deux, parce que il y a ces écoutes téléphoniques qu'il n'y a pas chez les autres. Forcément, s'il y a un club à mettre sur écoute téléphonique, connaissant le passif de la Juve avec les arrangements, on va dire, qu'ils ont déjà eu, forcément, oui, c'est sûr que c'est la Juve qui met sur écoute. Ils vont pas mettre le Genoa. Il y aura probablement moins de matière au Genoa, alors que le Genoa l'a fait. Je cite pas le Genoa par hasard. Le Genoa a fait partie des transferts avec la Juve qui était un petit peu surévalué. Donc voilà. Mais ça ne change pas qu'il n'y a pas de preuve. Mais du coup, s'il y a une nouvelle sanction, les équipes qualifiées pour l'Europe seront en stand-by. Tout à fait. Alors, l'UEFA, il faut savoir que c'est fin août qu'on doit inscrire les équipes aux Coupes d'Europe. Donc, ce qui va se passer entre maintenant et fin août peut tout changer sur le classement du championnat d'Italie.
Alors, il y a plein de solutions possibles pour l'instant. Effectivement, on va jusqu'au bout du championnat d'Italie 2022-2023 et le classement final est celui qui ira en Coupe d'Europe. Bon, voilà. S'il y a des sanctions pour la Juve concernant les deux affaires, eh bien, il y aura les sanctions seront valables pour la saison 2023-2024. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, effectivement, on va jusqu'au bout avec le classement de la Serie A. Les sanctions sont pour l'année prochaine, mais l'UEFA décide de sanctionner la Juve pour infraction au fair play financier, sachant que les rapports entre Ceferin et la Juve sont très très frais. Il est très possible que la Juve, même s'il termine dans les 4 premiers ou dans les 5 premiers, ne puisse pas participer aux compétitions européennes. Auquel cas, encore une fois, le classement du championnat d'Italie sera bouleversé. Troisième solution, les sanctions sont appliquées directement sur le championnat 2022-2023, même après la fin du championnat, parce que finalement les décisions, probablement, je crois qu'il y en a une qui est rendue le 30 mai et l'autre ce sera aux alentours du 10 juin, donc probablement le championnat d'Italie sera terminé le 10 juin, eh bien effectivement ce sera appliqué au championnat 2022-2023 et la Juve se retrouvera là où elle doit se retrouver avec les deux sanctions cumulées. C'est possible, sachant que la Juve pourra porter appel pour la deuxième sanction, parce que tu peux le faire pour chaque décision, donc voilà, mais tu peux le faire qu'une seule fois. Ils l'ont déjà fait pour la première décision, là, il y aura la deuxième. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. Si la Juve est qualifiée, elle est remplacée par son dauphin. Oui, par le suivant, quoi. En fait, elle est décalée, quoi. La Juve peut pas dénoncer le Barça car ils sont poteaux de Super League. Oui, absolument, tout à fait. Ils sont dans le même bateau, hein. Même si vous avez vu que Laporta est allé rendre visite à Ceferin en Slovénie pour s'expliquer sur l'affaire Negreira. Pour le supplier de ne pas les sanctionner de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc Ceferin l'a rassuré, lui a dit que effectivement il le ferait pas, il ne les sanctionnerait pas avant que la Liga les sanctionne. Donc si la Liga les sanctionne, ils seront sanctionnés. Aussi par l'Europe. S'il n'y a pas de sanction de la Liga, ils se fieront à l'enquête de la Liga, ils ne les sanctionneront pas en Coupe d'Europe. Donc c'était peut-être pas l'assurance que voulait Laporta, mais c'est déjà pas mal parce qu'au début, Ceferin disait que il allait les sanctionner quoi qu'il arrive, même si la Liga décidait de pas le faire. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça qui est un petit peu triste, c'est que la Juve, quand on regarde l'effectif de la Juve, je continue de le dire, je continue de le penser, c'est le meilleur d'Italie. Il n'y a pas photo. Ils ont le meilleur effectif d'Italie. Juste derrière suit certainement l'Inter pour moi. Et puis ensuite, ensuite après ça se vaut à peu près. C'est pas voilà. J'ai pas de truc. Mais en tous les cas pour moi, la Juve et l'Inter sont les deux meilleurs effectifs d'Italie. Et quand on regarde en détail la Juve, le jeu de la Juve, tu te dis c'est pas possible avec ces joueurs-là de faire un truc comme ça. Cotonojo qui dit Monza aussi. Oui, pourquoi pas. C'est possible. Mais il faut absolument qu'il change de coach. Je ne sais pas qui viendra à la Juve, peut-être Zidane. Mais bon, je pense que Zidane aussi attend un petit peu les sanctions. Alors il a dit a priori, il aurait dit, attention, il l'a pas dit. Il aurait dit que même s'il y avait des sanctions, il allait venir. On verra bien. Ça ne change pas que, oui, je prendrais effectivement un nouveau coach pour la saison prochaine. Je pense qu'Allegri, ce serait bien qu'il s'en aille, que ce soit Zidane, que ce soit De Zerbi, que ce soit même Italiano de la Fiorentina. Franchement, ça pourrait vraiment le faire. Après, De Zerbi, Italiano, pour l'instant, ils n'ont jamais eu de grand club. Donc ça, c'est un petit peu la limite. Parce que tu sais pas du tout comment ils vont réagir sous la pression. Alors c'est bien, ils s'amusent avec des petites équipes, mais avec des grosses équipes, c'est différent. Tu t'amuses un match, si ça marche pas, tu prends la pression du millénaire, et là, tout d'un coup, tu recommences à rentrer dans un autre délire, quoi. Jacques Lafritte il fait une Deschamps. Allegri, oui, il fait une Deschamps. Absolument. Il fait une Deschamps, il a un matos de dingue, et il fait un jeu ultra restrictif, aucune animation offensive, rien du tout. Donc ouais, c'est un peu, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager un petit peu sur la Juve, son élimination. Et pourquoi ? Parce que
Dans le même temps, je regardais City Arsenal en même temps, hein, en double fenêtre pour être sûr de ne rien rater. Et c'est vrai que c'était flagrant la différence de niveau. Alors parce que City a fait une prestation absolument stratosphérique hier, honnêtement. Alors Arsenal est sur un très très mauvais mood. Hein. Arsenal n'est pas du tout l'équipe du début de saison, libérée, décomplexée, qui a un jeu ultra ambitieux et tout, qui avait perdu que 1-0, je crois, à l'aller contre City, mais c'était très très serré. C'était pas le score ne dit pas tout du match parce que Arsenal avait vraiment même limite dominé Manchester City. Donc voilà. Et là, en revanche, ils ont pris une rouste en fait. Là, c'est simple, c'est pas compliqué. On va pas tourner autour du pot. Ils se sont fait marcher dessus tout le match. Je crois qu'il y a, enfin, si je me souviens bien, il doit y avoir 3 frappes à peu près potables d'Arsenal dans tout le match. Et quand je dis à peu près potable, c'est pas des occasions de but. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste des frappes à peu près potables où tu te dis ah ok, c'est à peu près vers le but. Des fois même cadré, mais quand c'est cadré, c'est pas très puissant. Donc voilà, donc non, et puis sachant que le goal d'Arsenal a fait quand même aussi 2-3 sauvetages en première mi-temps, voire 3-4 en première mi-temps. À la fin de la première mi-temps, s'il y a 4-5-0, c'est pas volé pour Manchester City. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Erling Haaland a fait un match à l'envers, c'est-à-dire quand je dis à l'envers, c'est pas mauvais match, c'est il a fait tout l'inverse de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il a touché beaucoup de ballons, il a très bien joué pour les autres et il a servi en gros d'appât pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne très clairement a fait le match parfait hier. Hein. C'était incroyable. Franchement, son premier but est un but d'école. Sa frappe, elle est extraordinaire de l'extérieur de la surface, un plat du pied ultra bien placé, très puissant et tout, un enroulé magnifique. Donc franchement, il a fait un match incroyable. Et Erling Haaland aussi. C'était vraiment très très intéressant. Après, on n'a pas vu non plus énormément les autres en fait, si vous voulez. En tous les cas, offensivement, Erling Haaland et De Bruyne ont tout fait. Bernardo Silva a été très discret. Jack Grealish, rien de spécial. Il faut dire aussi que je suis pas très fan du joueur, mais bon, voilà, des fois il est pas mauvais. Là, je l'ai trouvé quelconque. Et c'est vrai que voilà, je sais pas, c'était flagrant le niveau de jeu de City et le niveau de jeu de la Juve. On se dit oulala. Alors le City en plus de ça donc a un super effectif, un super jeu, n'a aucune sanction. Alors ouais, n'a aucune sanction. Pour l'instant, hein, on ne sait pas ce que la Première Ligue va en faire. Donc voilà, mais en tous les cas, au niveau européen, ils sont plutôt bien vus par l'UEFA parce que c'était le premier club qui s'est un petit peu mis vent debout pour lutter contre la Super League. Donc il ne reste plus aucune sanction du fair play financier, hein, en gros. Donc voilà, bon là, il risque des sanctions de la Première Ligue, mais c'est vrai que c'était un petit peu hier soir, lorsque je regardais les deux matchs, c'était l'antithèse en fait. C'était vraiment une antithèse. En tous les cas, ouais, je pense que si on prend un petit peu de recul, je pense que City a la meilleure équipe de toute son existence en ce moment entre les mains. Ils ont un manager qui est un manager très très bon. Ils sont en pleine bourre. Ils ont plus qu'un point de retard deux points de retard pardon sur Arsenal, et ils ont maintenant 2 matchs à jouer en plus d'Arsenal. Donc potentiellement, on peut considérer que c'est plié un petit peu pour Arsenal. Maintenant, faut pas oublier qu'ils ont la finale de Cup à jouer, ils ont la demi-finale aller-retour à jouer contre le Real qui est un petit peu leur némésis, on va dire. C'est un peu c'est pareil, le Real et City, c'est un peu l'antithèse, la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire le grand club historique qui se construit peu à peu, etc., etc. Bon, qui a inventé les Galactiques quand même, mais qui a fait passer les transferts, le monde des transferts que vous voyez là de Manchester City, c'est un peu eux qui ont créé ces monstres, c'est-à-dire les transferts à plus de 100 millions, tout ça, c'est le Real.
Donc c'est vrai que voilà, je pense que City a tout pour gagner, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire. C'est bizarre. Alors la première ligue, je m'inquiète pas trop, mais la demi-finale de Champions, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je pense que ce groupe est un peu traumatisé par la Champions League. Je vous l'ai déjà dit les semaines précédentes. Donc je sais pas. En tous les cas, c'était un enfin, bonsoir Forza Juve. Euh, bah voilà. J'ai écouté le match de la Juve tout en regardant City. On fait pas le même sport. Ouais, absolument. Bah c'est exactement de ça dont je parlais depuis le début dans Buenos Aires Calcio. J'ai regardé moi les deux matchs en même temps en double fenêtre. C'est ça que je disais et effectivement j'ai- le contraste était tellement choquant. Et puis l'état de l'équipe, c'est-à-dire encore une fois les sanctions de la Juve là qui planent au-dessus de leur tête, le jeu inexistant, etc. Malgré qu'ils aient du très très bon matos, hein, attention, ils ont une super équipe. Et puis City qui vole en ce moment, qui est sur 13 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, ce qui est complètement dingue, et qui peut potentiellement faire le triplé et rejoindre Manchester United au panthéon du football anglais. Bah écoutez, c'est vraiment incroyable. Et il faut savoir aussi qu'il y a ça, hein, que c'est clair que Manchester City peut faire le triplé, rejoindre Manchester United vraiment tout là-haut. Et je pense que ça aussi, ça va mettre de la pression sur Manchester City parce que en gros, ils vont s'acheter une crédibilité s'ils font ça, qu'ils n'ont pas hein, très clairement en Angleterre. Ils ont une crédibilité sur le jeu, mais ils n'ont pas une crédibilité en tant que grand club d'Angleterre pour l'instant. Donc voilà, et ça peut leur mettre aussi de la pression. Ils vont aussi, s'ils gagnent une Ligue des Champions, rejoindre Manchester United dans la même ville avec une Ligue des Champions, ce qui serait exceptionnel. Hein. Donc, comme je le disais la semaine dernière, il n'y a que Milan en Europe qui a ce privilège. Et alors, je fais un petit tour dans les commentaires. City est impressionnant, la connexion Haaland KDB impressionnant, ouais. Je disais juste avant que Haaland a joué à l'envers de Haaland, il a joué très très bien, mais il a fait tout l'inverse de ce qu'il fait d'habitude parce qu'il a touché beaucoup de ballons alors que d'habitude il en touche très très peu et il a été très très peu efficace devant le but alors que d'habitude il est très efficace devant le but. Bon, bref, c'est tout l'inverse. Et je vois de moins en moins le Real réussir à battre City. Bon, on- j'ai arrêté de faire des pronostics avec le Real. Le jour du match, je saurais. Et encore, même le jour du match retour, je saurais ce qui va se passer. Parce que le match aller pour le Real, c'est comme si c'était un match un peu bonus qui sert à rien. C'est juste un entraînement. Ils prennent la température de l'eau. Hein. C'est comme quand t'es petit et que tu veux pas te brûler, tu mets le petit bateau avec le thermomètre pour être bien sûr que l'eau elle dépasse pas, je sais pas combien de degrés là, je me souviens plus, 38 ou un truc comme ça. Donc voilà, le premier match, le match aller, il va donner une indication rapide sur les forces en présence. Le match retour, on saura qui est qui parce que les joueurs du Real ont une telle maîtrise de l'événement que Manchester City n'a absolument pas, très clairement. Même Guardiola, avec ses très 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 nombreux échecs, hein, il en est quand même à 12 années d'affilée d'échecs en Ligue des Champions, vu que la dernière Ligue des Champions qu'il a gagnée c'était en 2011 pardon. Même lui, il devient vraiment, comment dirais-je, pas du tout serein ces jours-là. Et je pense il transmet une nervosité qui est pas vraiment très très bénéfique à ses joueurs. Et les joueurs, ils savent pas trop comment faire. Hein. Je vous garantis que même s'ils ont gagné 3-0 à l'aller, s'ils prennent un but du Real au retour, je ne suis pas sûr que tout le monde se dise pas ah ça y est c'est reparti. Donc donc voilà quoi. C'est ouais. Alors il est à Madrid de mémoire et le retour à Manchester. Le match aller est à Madrid absolument, le retour à Manchester City. Dans l'autre, c'est Milan à l'aller et Milan au retour. C'est Milan à l'aller et l'Inter au retour, effectivement. San Siro à l'aller, Giuseppe Meazza au retour. N'oubliez pas, San Siro a deux noms, et San Siro c'est le stade du Milan et Giuseppe Meazza c'est le stade de l'Inter. Donc voilà, c'est pas officiellement comme ça,
parce que voilà. Mais en fait, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que San Siro, c'est un des présidents du Milan, un des présidents historiques, un des plus grands présidents du Milan, avec Silvio bien sûr, et Giuseppe Meazza est quelqu'un qui a joué à l'Inter, et d'ailleurs il a joué au Milan aussi, Giuseppe Meazza, mais il s'est toujours revendiqué comme interiste. Donc voilà. En tous les cas, voilà. Alors, petit détour par la Serie A, encore, on y revient, mais donc ces demi-finales sont entourées pour le Real de matchs pas vraiment importants, quoique il y a quand même la finale de Copa del Rey qu'ils vont jouer, alors contre Osasuna, je crois. Donc bon, c'est pas non plus le match du millénaire, mais c'est quand même la finale de Copa del Rey qui est prévue samedi 6 mai à 22h. Ils ont donc demandé à l'UEFA de jouer plutôt le mercredi et pas le mardi, le match aller, donc à Madrid. Et ben, l'UEFA a refusé, donc ils joueront le 9 mai. Alors, faut pas s'étonner quand l'UEFA refuse une requête du Real. Je vais vous dire que les rapports sont tellement bizarres que c'était clair. Ils ont refusé de déplacer le match, et donc ils joueront bien le 9. Ce qui fait qu'ils jouent samedi soir à 22h, ils vont terminer vers minuit le match contre Osasuna. Donc ils auront peu de repos pour le match aller, donc c'est pas génial. Mais sinon, à part cette finale de Copa del Rey, autour de la demi-finale, donc le match de championnat qu'il va y avoir entre les deux tours, le Real s'en fout complètement. Ils sont deuxième du championnat, ils seront toujours deuxième, et même s'ils sont troisième, c'est pas dramatique, ça change pas grand chose. Donc ça c'est plutôt le point positif. En revanche, Manchester City, il faut qu'ils reprennent encore 6 points à Arsenal pour réussir, enfin en tous les cas 3 points à Arsenal pour réussir à les dépasser. Il faut qu'ils gagnent la finale de Cup, et derrière, il faut qu'ils gagnent tous les matchs, parce que probablement qu'Arsenal, enfin, sauf s'ils se ratent encore le match prochain, mais va leur mettre la pression jusqu'à la fin de saison. Je pense, enfin, j'espère pour Arsenal, mais donc effectivement, c'est quand même un petit peu plus tricky pour Manchester City. Donc je sais pas. Je pense quand même que les matchs en retard de City, c'est Brighton, et donc pas un match facile déjà. Et le deuxième, je me souviens plus. Je l'ai su hier j'ai regardé, mais c'est Brighton, et je ne sais plus trop quelle équipe. En tous les cas, l'autre équipe est beaucoup plus simple que Brighton, mais le Brighton en revanche ça va être coton, je pense. Donc voilà. On verra. D'ailleurs, ça risque d'être un très beau match. Un match très agréable à regarder. Donc voilà. Non, ça va être... je pense quand même que les deux équipes ont... Enfin, City a beaucoup de pression. Alors, clairement, il y a un truc aussi pour City, c'est qu'ils ont deux équipes A. Sur le banc, hier c'était criant. À un moment donné, ils font rentrer... je sais plus, Arsenal fait rentrer qui? Je me souviens même plus des noms. Bref, j'ai rigolé en voyant les noms. Le petit jeune là qui a un nom composé, bon, bref. Et de l'autre côté, ils font rentrer Riyad Mahrez, quoi, par exemple. Tu fais, ok, bon, c'est pas la même vie en fait. C'est pas du tout la même vie même. C'est pareil, ils font rentrer Nketiah, Arsenal, etc. Et puis les autres, dès qu'il y a un joueur qui rentre, c'est un joueur top mondial, quoi, en fait. Donc non, ça peut être Mahrez, Foden et Alvarez qui sont rentrés. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous voyez les trois changements, quoi. Foden, ok, il a été formé à Manchester, mais Alvarez, il a été payé 100 millions. Mahrez, j'en parle pas, meilleur joueur de première ligue, il a marqué un triplé en Cup, en demi-finale de Cup le dimanche. Il est même pas titulaire pour le match de championnat. Donc non, franchement, c'est ça aussi qui favorise Manchester City, c'est que Manchester City, pour Gundogan, Kevin De Bruyne et Grealish. Ouais, c'est ça, tu vois. Le niveau, il est stratosphérique, quoi. Et de l'autre côté, c'est Maitland-Nice, je sais pas quoi, Nketiah, etc. Donc bref. C'est pas exactement le même niveau. Même si
l'équipe d'Arsenal, c'est pas mal, hein, mais c'est le 11 qui est pas mal, et encore, il est pas mal vite fait, quoi. Au milieu du terrain, je pense que tu peux quand même faire mieux. Donc voilà. Bref. Voilà, en tous les cas, c'était un petit peu tout. Je voulais faire le parallèle entre les Citizens et la vieille dame, parce que hier, ça m'a fait mal aux yeux et à la tête aussi. Donc voilà, j'espère que les sanctions de la Juve vont être prises avant la fin du championnat, moi je pense. Enfin, je pense pas en fait, mais j'espère que ce soit le cas. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que ce soit derrière nous et qu'on recommence la saison 2023-2024 avec à zéro, quoi. Enfin, peut-être pas pour la Juve, mais en tous les cas à zéro, et qu'on reprenne notre petit bonhomme de chemin, que la Serie A continue à bien se dérouler. Si toutes ces perturbations qu'on a vécues cette saison se reportent encore sur le championnat de l'année prochaine, c'est vraiment chiant, je pense, et pour la Juve, et pour les supporters, et pour le championnat d'Italie. Honnêtement, voilà, et moi, donc même en Italie, il se réveille sur les purges de la Juve. Avec lui, il était temps, enfin. Je suis pas sûr de comprendre, mais je pense que tu parles d'Allegri, j'espère. Et moi donc, même en télé, il se réveille pour les purges. Ok, ça y est. Oui, bah oui, ce serait bien, et ce serait bien aussi qu'Allegri aille visiter un autre endroit du monde, et arrête d'entraîner en Italie. Ce serait très très bien pour le football italien, et en plus arrête d'entraîner surtout le plus grand club d'Italie, quoi. C'est-à-dire que tout le monde enfin, plus grand club au niveau national, hein. Mais bref, mais c'est chiant, parce que le football italien est représenté par ça, et ça, moi je suis pas d'accord, je suis pas content. Voilà, football italien, je préfère qu'on parle de Naples en ce moment, par exemple, ou de la Fiorentina, que de la Juve, quoi, et de très très loin. Donc voilà. Donc j'espère pour les Juventini, honnêtement, qu'il va y avoir un nouvel entraîneur. Ça, ils en ont besoin, les pauvres. Honnêtement, là, ça fait trop d'années qu'ils enchaînent les purges et les purges et les purges. Ils ont vraiment fait un enchaînement entre Pirlo, Sarri, Allegri et Allegri 2. Franchement, c'était horrible. Avec Ronaldo au milieu de tout ça. Enfin bon, moi, si j'étais entraîneur, supporter Juventini, je pense que je l'aurais mal vécu. Bref, mais j'ai mal vécu aussi la bande Pereira pendant 12 ans au Milan. Vous en faites pas. C'était pareil, ça piquait pareil. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tous les cas, merci d'avoir été là, merci beaucoup. Et puis bah écoutez, on se revoit lundi pour pouvoir débriefer encore ce nouveau week-end de foot, sachant que les demi-finales de Ligue des Champions arrivent à grands pas. Merci pour le match ce soir. Et puis à lundi. On se voit tous lundi. Merci encore. N'oubliez pas, partagez Buonasera Calcio à tous les gens qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis à nous regarder sur YouTube, et à nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Merci encore, et puis n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao ciao.